Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Marc-Jean Guessels. Bonjour. Bourgmestre de Forêt, membre du Parti Socialiste. Tout à Est-ce fait. que parler des zones de police ou de la taille des zones de police, c'est un tabou pour le PS francophone? Absolument pas. Il n'y a aucun tabou pour le PS francophone et en tout cas pas pour la Fédération bruxelloise du Parti Socialiste. Ouais, donc on peut parler de la taille des zones de police? On peut parler de tout ce que vous voulez aujourd'hui. Ouais, est-ce qu'on peut réduire le nombre de zones de police à Bruxelles avec l'idée que si elles sont moins nombreuses, elles seraient peut-être plus efficaces? Je crois que ce serait la pire des choses pour les citoyens. Moi, je vais plutôt dans le sens inverse. Et moi, je dis, pourquoi ne revenons-nous pas aux polices communales? Je sais que je ne serai pas suivi, mais je crois qu'il faut pouvoir le dire. Les polices communales fonctionnaient bien. On a fait une réforme en 2000, qui est rentrée en application en 2001, suite à l'affaire Dutroux principalement, alors que les polices communales n'étaient absolument pas en cause dans ce dossier. C'était un problème de dysfonctionnement au niveau des enquêteurs, je vous le rappelle, de la gendarmerie. Oui, à l'époque, le législateur a voulu une police fédérale et des polices zonales. Je crois qu'il y avait déjà une pression flamande à l'époque pour faire une grande zone à Bruxelles. Et puis il y a eu une résistance, notamment du Parti Socialiste, qui a négocié, puisque c'est ça l'art du compromis, et on est arrivé à 6 zones de police pour Bruxelles, qui fonctionnent bien. Aujourd'hui, elles fonctionnent bien. Tous les chiffres le prouvent, avec un nombre de personnel insuffisant. Il manque à peu près 10% de policiers par rapport aux chiffres prévus par les normes KUL, sans tenir compte d'une évolution des chiffres. Ouais. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je ne comprends même pas le débat. Le débat, c'est quoi? C'est en fait la volonté flamande de revenir sur une zone unique pour Bruxelles pour avoir une mainmise sur cette capitale-région indépendante qui n'est pas acceptée, notamment par le partenaire fort du gouvernement. Ouais, donc pour vous, c'est ça, c'est une forme de tutelle ou de prise de pouvoir flamande? Ça m'a l'air de plus en plus évident dans ce dossier, parce qu'aujourd'hui, en fait, le ministre de l'Intérieur, il botte en touche et il ne regarde pas dans ses propres services les dysfonctionnements qu'il y a eu. Il y a déjà plus d'un an, Mme Onkeling se rappelait qu'il fallait absolument renforcer la sûreté de l'État. On ne l'a pas fait. On a diminué dans les budgets de dotation aux zones de police. On a diminué le nombre de fonctionnaires de police en formation pour l'engagement dans les zones. Et aujourd'hui, l'enquête à l'international sur ces problèmes de terrorisme, c'est évidemment pas les zones bruxelloises qui vont les suivre. On ne va pas suivre au départ d'une zone locale quelqu'un qui voyage, qui prend l'avion à Schiphol pour aller en Turquie, puis pour rejoindre la Syrie ou l'Irak. Enfin, il faut quand même être raisonnable. Le local doit s'occuper du local, et le local s'en occupe bien. Il y a une bonne entente entre les chefs de corps, il y a une bonne entente entre les bourgmestres, et quand il y a une opération au niveau régional, il y a une bonne coordination. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous dites aux Flamands qui disent ben oui, mais c'est bien gentil tout ça, mais peut-être que les francophones doivent aussi balayer devant leurs portes. On est une grande ville et ce serait logique d'avoir une grande police capable d'intervenir dans tous les quartiers. Mais on est capable. Et on serait plus efficace s'il y avait une seule police avec un seul commandement. Comment fonctionne une police au niveau local? Elle traite des problèmes locaux. On est interpellé pour un problème de tapage, on est interpellé pour un problème de roulage, on est interpellé pour des faits criminels en voirie. Et puis, une fois que les PV sont dressés, ils remontent au parquet. Et puis, c'est le parquet qui distribue et qui redonne éventuellement à la police judiciaire. Donc, il y a déjà une coordination au niveau d'un arrondissement judiciaire. Le problème ici, c'est que comme on n'a pas investi, comme le fédéral n'a pas investi non plus dans le pouvoir judiciaire au niveau de la PJ, par exemple, il y a même des magistrats qui envoient aux zones d'enquête locales des dossiers qui devraient être traités au niveau fédéral. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que les zones de police font des enquêtes judiciaires? Tout à fait, absolument. Et à la place de les donner à la police judiciaire de Bruxelles fédérale, on les donne aux zones locales, parce qu'il y a un manque d'effectifs au niveau de la police judiciaire fédérale également. Mais l'un des arguments des promoteurs de la zone unique, c'est aussi de dire oui, mais on a quand même des zones, on voit bien que c'est difficile, et on cite souvent le cas de Molenbeek, où on a vu qu'il y avait effectivement un certain nombre de djihadistes qui étaient présents et qu'ils n'avaient pas été suivis. Mais pourquoi c'est difficile à Molenbeek? Parce que Molenbeek n'a pas les moyens. La zone ouest, je crois qu'il y a un déficit de 70 ou 80 hommes. Le chef de corps de Molenbeek est quelqu'un qui a eu son franc-parler, qui gère extrêmement bien sa zone. Vous lui donnez les moyens. Vous lui demandez, en fait, au chef de corps de la zone de ouest, comme à nos autres chefs de corps, de gagner une course de Formule 1 en lui donnant une 2 chevaux. Il ne va jamais y arriver. Il faut quand même être honnête. Et là, il y a une malhonnêteté évidente du fédéral. Ouais. Comment ça se passe aujourd'hui, la coordination entre les zones de police? Quand il y a des incidents qui sont à cheval sur plusieurs zones, est-ce que la collaboration fonctionne? La collaboration fonctionne très bien. On désigne un GOLD, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle le Gold Commander, voilà, le commandeur d'or en français. Qui est en principe le chef de corps de la commune sur lequel la majorité de l'événement se passe. Généralement, c'est la ville de Bruxelles, puisque c'est pour les grandes manifestations. Ils font ça très bien. On mobilise du personnel dans chaque zone de police. Il y a des adaptations à faire, mais
ça va faire l'objet d'une évaluation et d'une amélioration, c'est sûr. Mais après, on attend les renforts du fédéral. Quand vous avez une manifestation aussi importante que celle qu'on a connue il y a 1 an, où vous avez des gens qui viennent de partout, des dockers qui viennent d'Anvers, qu'on laisse monter dans le train avec la volonté de tout casser, et ça, la police d'Anvers n'intervient pas. Et puis qu'ils arrivent ici, et que les renforts qui doivent venir de la police fédérale sont en nombre insuffisant, quand le matériel qui est mis à disposition par la police fédérale, notamment les arroseuses, ne fonctionne pas comme elles devraient. Après, on dit « Ah, les zones de police sont dysfonctionnées, regardez, ils n'ont pas su gérer cette manifestation. » C'est tout à fait malhonnête sur le plan intellectuel. Est-ce qu'on est vraiment au point, ou est-ce qu'il ne faut pas nommer un super directeur de police, un fonctionnaire qui dépendrait peut-être du ministre-président ou du ministre de l'Intérieur? Alors, s'il dépend du ministre-président, OK, parce que Rudy Vervoort a excellemment bien géré le conseil régional de sécurité. Sur les chefs de corps. Par contre, s'il dépend du fédéral, là, je suis très inquiet. Parce qu'on va nous mettre un DIRCO désigné, encore une fois, par la NVA, qui va vouloir avoir une emprise sur Bruxelles. Et c'est ça, évidemment, le danger. Ouais. Je vous cite une petite pique à votre adresse de Vincent de Wolf. On lui conseille, donc c'est pour vous, on vous conseille de relire la loi sur la fonction de police qu'il semble méconnaître. Il y a des cas d'intervention légaux pour le DIRCO. Donc il a l'air de dire, lui, que le DIRCO, c'est une bonne solution. Mais oui, mais lui il dit ce que il a envie que la NVA entende. Lui, il parle pas. Vincent de Wolf, Oui, il parle plus comme représentant du MR à Bruxelles que comme défenseur de l'intérêt des bourgmestres. Ça, c'est le problème de Vincent de Wolf. Donc, il peut donner des leçons parce qu'il aime bien donner des leçons, mais la réalité de terrain, elle est tout autre. Aujourd'hui, il y a une fonction du DIRCO, mais il y a aussi un fonctionnement avec un accord interzonal qui fonctionne bien, notamment dans la gestion des manifestations. Et quand il y a un Goal Commander qui est le responsable des opérations et que les polices zonales sont à disposition et fonctionnent, on a de très bons résultats. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu une concurrence de pouvoir entre des bourgmestres avec les zones de police où ils ont encore leur mot à dire et qui ne voient pas d'un très bon œil l'idée que la gestion de ces polices leur échappe complètement et qu'elle remonte au niveau de la région, voire du fédéral? Je ne crois pas, en tout cas pas dans mon chef. Moi, ce que je veux, c'est une police qui soit au service des citoyens. Et je vois bien qu'en tant que bourgmestre, je suis interpellé, comme mes autres collègues d'ailleurs, au quotidien, pour régler des problèmes sur le local. Et pour régler des problèmes sur le local, il faut des gens qui soient impliqués dans sa commune. C'est pour ça que ça fonctionnait bien au niveau des polices communales. Le commissaire... Quand vous dites qu'on pourrait revenir au niveau des polices communales, c'est un peu de la provocation, Marc-Jean Gaïsols. C'est un peu de la provocation, mais qu'est-ce que je serais heureux si c'était le cas. Ouais. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un instant. On a beaucoup de parents qui s'adressent à nous pour signaler qu'ils ont beaucoup de difficultés avec l'alerte niveau 3. On est toujours en alerte niveau 3, que les écoles ont pris un certain nombre de dispositions, qu'elles sont moins souples qu'avant, qu'il faut déposer les enfants à des horaires précis, etc. D'abord, dans votre commune, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des mesures prises? Est-ce que ça... On ferme les portes de manière plus stricte à 8h30. Donc les arrivées tardives sont traitées particulièrement avec... et on fait appel aux parents pour leur dire attention, il y a des horaires à respecter. Ça, c'est pour des mesures de sécurité, c'est sûr. Ouais. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne peut pas mettre des policiers tout le reste de la journée dans l'école? On ne peut pas mettre des policiers en permanence. Et je rappelle aussi que les écoles n'ont jamais été une cible déterminée. Donc c'est par une extrême prudence qu'on a pris des mesures pour protéger les écoles, et parce que aussi certains avaient lancé des bruits ou avaient sorti des circulaires... Certains, c'est Joël Milquet, la ministre de l'Éducation. Vous l'avez compris vous-même, avait sorti des circulaires malheureuses qui avaient un peu fait paniquer tout le monde. Et donc, aujourd'hui, on demande simplement aux parents de respecter strictement les horaires, ce qui est bien pour la sécurité, mais ce qui est aussi demandé par les directions et le corps enseignant, parce qu'on se rend compte que quand tout le monde arrive à l'heure, on commence une classe à l'heure et qu'il n'y a plus de perturbations, c'est bénéfique pour l'ensemble des élèves. Il y a d'autres mesures qui ont été prises sur les voyages scolaires, les excursions, les sorties? Non, au niveau des voyages scolaires, chez nous, on s'arrange pour les faire partir et et on essaie pas d'avoir des rangs groupés, mais voilà, je crois que dans l'ensemble, ça se passe très bien. Ce qui fait réagir certains parents, c'est que maintenant, on est plus strict au niveau du respect des horaires. Et là, c'est vrai que c'est peut-être dérangeant pour certains qui avaient pris de mauvaises habitudes. On va garder cette sévérité au-delà de Noël, tant qu'on sera en niveau 3, ou est-ce qu'à un moment on va revenir à la normale? Sur Forêt, il y a une demande, je vous le dis, des directions scolaires et du corps enseignant pour qu'on respecte au mieux les horaires, ce qui est bénéfique pour tout le monde et surtout pour les enfants. Alors vous y avez fait référence, on a fermé les écoles. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au plus fort de la crise, le fédéral a exagéré la menace et qu'il a pris des mesures disproportionnées ou pas? Mais je crois qu'il y a eu un mouvement de panique.
Et puis, ils ne savaient pas très bien quoi faire et on est vite monté dans les tours. Ouais. C'est un peu le sentiment de chacun. Et la communication n'a pas été très bonne. Je vous lis ce que vous avez déclaré un jour à l'agence Belga. Oui. Nous vivons dans un pays de vrais débiles. Oui. C'est du Marc-Jean Geisels. Oui, on prend des décisions sans se soucier de ce qui se passe en bas. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais un peu agacé parce qu'on changeait les niveaux comme ça. Le mot débile, vous le regrettez ou pas? Je ne le regrette pas. Non, je crois qu'il ne faut pas le... Non, au contraire, je me suis fait entendre. C'est bien. J'ai parlé avec beaucoup de véhémence et beaucoup d'énergie et personne ne me l'a reproché. Hein. Donc, je ne vois pas pourquoi je le regretterais. C'était quoi votre énervement? C'est parce qu'on montait au niveau 4, on descendait au niveau 3? Derrière tout ça, il y a des hommes qui travaillent excellemment bien sur le terrain, c'est nos policiers, et qui savent plus très bien où ils en sont. On leur dit demain, vous montez sous niveau 4, on va avoir des renforts qui viennent des autres provinces et du fédéral, puis finalement ils ne viendront peut-être pas parce qu'on descend de niveau, et puis ça ne s'organise pas comme ça. Si on veut travailler de manière cohérente, on avait décidé que le niveau 4 était maintenu jusqu'à dimanche, est-ce qu'il fallait le redescendre en plein milieu de semaine? Je crois que ce n'est pas une bonne chose. Ouais. Et pour un bourgmestre comme vous, ça voulait dire la difficulté de gérer forêt nationale et les matchs de foot de l'Union saint-gilloise, c'était ça la difficulté? C'est pas la difficulté pour moi qui est importante, c'est la difficulté pour les hommes de terrain et aussi pour les parents qui ne comprennent pas toujours comment du jour au lendemain on descend de niveau 4 en niveau 3 sans explication. Alors que je reconnais aussi que c'est difficile de donner des explications avec tous les détails parce qu'il y a des enquêtes en cours, il y a des sources qu'il faut protéger, ça je suis bien d'accord. Mais peut-être au niveau de la communication, au niveau du gouvernement fédéral, une plus grande cohérence, ne pas avoir un ministre des Affaires étrangères qui déclare ce qu'il a déclaré sur les chaînes américaines, pendant que le Premier ministre déclare autre chose à la Chambre quand il est interpellé, et en même temps l'OCAM qui sort une autre évaluation de la menace. Tout ça, ça ne va évidemment pas. Alors, je voudrais qu'on parle des prisons. Oui. Il y a donc la prison de Forêt sur le territoire de la commune. On sait que la situation est très tendue à la prison de Saint-Gilles. Oui. On est de nouveau dans une atmosphère de surpopulation et avec des prestations, notamment sportives, culturelles, qui ne sont plus assurées. À la prison de Saint-Gilles, on sait qu'il y a des détenus qui passent 22 heures sur 24 dans leurs cellules. C'est comparable à Forêt où la situation est un peu plus enviable, entre guillemets? C'est comparable à Forêt chaque fois qu'il y a une grève, c'est ça le problème. Et là encore, c'est un désinvestissement total du fédéral. Et quand on appelle le fédéral, comme je l'ai fait lors de la dernière grève, en disant mais amenez-nous au moins la protection civile pour aider à donner les préaux, les douches, servir les repas, le fédéral s'en désintéresse totalement. On ne réquisitionne pas la protection civile. 480 détenus, c'est ça en ce moment à Forêt. On doit descendre à 380. On doit descendre à 380 pour la fin de l'année, fin de janvier. La plus vétuste doit être fermée. Oui, c'est ça, avant qu'elle ne s'effondre tout à fait. Voilà. Et apparemment, le cabinet du ministre de la Justice n'est pas très inquiet. Il dit on va attendre à Rennes et puis tout ira bien. Ouais. Une fois qu'il y aura la prison de Rennes, on va fermer Saint-Gilles-et-Forêt? Alors ça, je pense en tout cas qu'on fermera inévitablement une des deux. Forêt dans un vraiment très très mauvais état. Après, voilà, c'est au fédéral, ce sera au fédéral à décider. En tout cas, moi j'ai Charles Piquet, il tient à ce qu'on ferme Saint-Gilles aussi, hein? Oui, je pense aussi. Oui, il a tout à fait raison. Hein. Je veux dire, c'est des prisons tout à fait dépassées, tout à fait désuètes et qui sont extrêmement mal gérées par le fédéral. Je crois qu'à Rennes, pour ça, aura un côté plus positif. Alors, une question Twitter pour terminer. Quels sont les progrès dans la lutte sur le survol de Bruxelles, notamment via la route Canal, la route Delta? C'est un internaute qui se fait appeler Altitude 100 qui vous pose la question. Altitude 100, mais je trouve que les progrès sont assez maigres par rapport au combat qui est mené. Et donc, je crois qu'on va devoir garder une mobilisation, une unité au niveau des Bruxellois, et que malheureusement, on va encore devoir intenter des procédures judiciaires pour essayer de contraindre le fédéral à enfin prendre ses responsabilités et à comprendre que le minimum de bon sens est de ne pas surveiller des zones aussi densément peuplées que Bruxelles. Et là, Vous avez des nouvelles de Jacqueline Galland ou pas? Non, je n'ai jamais eu de nouvelles de Jacqueline Galland, donc je n'ai jamais eu de contact avec elle, elle ne m'a jamais écrit, et je me demande même si elle sait qu'il y a un dossier survol de Bruxelles qu'elle doit gérer, parce que je crois que c'est Alex Visorex qui disait... On cite des humoristes alors. Elle est devenue compétente, on ne parle plus d'elle. Et donc voilà, c'est peut-être ça. Merci Marc-Jean Geisels d'avoir été l'invité de l'interview. On se retrouve demain pour un nouvel interview politique sur la même chaîne, à la même heure. Merci à vous.